Merci d'être là et d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Maëlys de t'être déplacée de ta chaîne YouTube jusqu'ici, c'est cool. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, quel métier fais-tu? Oula, déjà comment me définir à partir d'un métier? Ça c'est plutôt la question que je me serais posée moi-même, parce que si tu veux je suis vachement polyvalent. Et j'aime beaucoup le côté créatif, je suis très évasif aussi dans ce que je fais, j'ai énormément d'idées. Du coup, je me définirais pas par un métier, mais plutôt par des caractéristiques plutôt créatives, tu vois. J'aime aller dans une direction, avoir une idée, essayer de la matérialiser, puis passer à une autre idée, puis faire évoluer mon business ou bien ma chaîne perso, tu vois, c'est vraiment jamais figé. Mais si je devais donner un mot, je dirais entrepreneur. Voilà, c'est ce qui me caractérise le plus. Depuis combien de temps fais-tu ce métier? Ça fait maintenant, ça me rajeunit pas, ça fait presque 15 ans que je fais ça quand même. 15 ans que je suis web entrepreneur et j'ai créé ma première structure en 2006. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce métier? C'est le challenge avant tout, tu vois, le fait de partir de rien et d'essayer d'atteindre des caps. Le fait de se planter parfois pour aussi tirer une expérience de ces difficultés et les surmonter, parce que ça c'est très enrichissant sur le plan personnel, sur le développement perso d'ailleurs, parce que plus tu galères et plus après tu trouves les ressources pour passer justement au-dessus de tes galères et en faire une force. Et je crois que j'ai bien expérimenté ça en la matière, tu vois, même dans différents domaines, notamment sur YouTube, et c'est ça qui me plaît vraiment profondément, tu vois. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que en fait j'ai toujours eu, j'allais dire, deux mains gauches quoi. Depuis que je suis tout petit, j'étais un élève, on va dire incompris, plus jeune, dans le sens où tu vois j'étais vraiment jugé par mon environnement, que ce soit les profs, les élèves. Après automatiquement tes parents, vu qu'ils se calquent sur le modèle des profs, ils viennent à te juger en disant bon mon fils, écoute, tu réussis pas dans les études, on va peut-être te mettre en apprentissage. Donc apprentissage, moi j'avais peur, je dis manuel, faut que je fasse des trucs, faut que je touche des trucs, faut que je construise des murs, faut que je porte des casseroles, ça va être compliqué là, tu sais, dans ma tête je me disais bon écoute, t'es tellement en défaite scolaire qu'il faut que tu fasses un truc, tu vois. Donc j'ai commencé à faire plusieurs métiers manuels qui ont été pas forcément très concluants, dans le sens où ça a été des échecs à répétition, hein. J'ai fait 7 apprentissages en tout, donc 7 CAP. Et après au fil du temps, j'ai trouvé un truc qui me convenait. Pour une fois, je m'étais pas fait virer par un patron et j'ai fait de l'imprimerie. Et ensuite j'ai fait une école d'art graphique, donc là j'ai rebondi et j'ai passé un petit BEP tranquille dans les arts graphiques. Donc tu vois, à la base je suis pas du tout prédestiné à être chef d'entreprise ou à manager des équipes ou bien créer une académie pour les académiciens qui nous regardent aussi. Voilà. Comment as-tu eu ce déclic? Ah putain, ça c'est chaud comme question. Le déclic il est venu à travers la souffrance, je dirais. C'est pas très joyeux, mais à la fois, j'ai tellement souffert qu'il fallait que je trouve une alternative pour être accepté dans ce monde. Et la seule possibilité que j'avais, tu vois, c'était justement de faire un truc qui me convenait. Je sentais que j'avais un potentiel en moi, tu vois, mais je savais pas comment l'exploiter. Comme la plupart des gens d'ailleurs, tu sais, on est un peu bridé par ça. On a cette flamme à l'intérieur de nous, mais on se dit mais comment je vais la matérialiser? Comment je vais la mettre en avant? Et quand on a trouvé le fait de matérialiser, il y a un truc qui se crée dans notre système, c'est le soulagement, tu vois. Tu te dis waouh, je suis plus jugé par le regard des autres. Il n'y a plus personne qui me dit quoi faire. Je me fous de ce que pensent les gens, de ce que je fais. Et là, tu as une forme de liberté qui s'instaure. Parce que dans notre système, tu vois, je m'étale un peu parce que c'est un sujet important. Dans notre système, on est tellement calqué sur le regard de l'autre pour réussir que finalement, on n'avance jamais. Et la seule motivation et le moteur qu'on peut avoir, c'est notre intuition, tu vois. C'est laisser notre ressenti avancer avec le cœur pour trouver des solutions qui nous ouvrent des portes. Là, je sens que je te parle, là, tu le ressens profondément, c'est cool. Que disent tes parents par rapport à ton métier d'entrepreneur et de vidéaste? Alors, il y a deux phases à ça. La première, c'est t'es fou. La deuxième, c'est bravo. Tu vois, mais par contre, il y a 15 ans d'écart entre les deux phases. Et du coup, est-ce qu'ils te soutiennent ou est-ce qu'ils t'ont toujours soutenu? Alors, ça a été très compliqué avec mes parents, plus avec mon papa, qui est quelqu'un de très manuel et assez cartésien.
et qui aurait voulu que je fasse comme lui, tu vois, genre un cuisinier exemplaire, genre Top Chef, etc. Tu vois, peut-être une carrière là-dedans. Alors, je sais déjà que tu me vois à l'avance sur Top Chef et que tu sais que ça sera un échec cuisant, c'est le cas de le dire. Mais tu vois, il aurait vraiment aimé que je fasse ça, et au final, je me sentais pas, parce que c'était pas moi, puis j'étais trop dans mon monde dispersé pour faire un truc trop manuel. Du coup, ils m'ont soutenu, mes parents, mais dans les moments très difficiles. Mon père a toujours été là dans les moments extrêmes, parce que j'ai fait vraiment de grosses conneries. De grosses conneries. Et si tu veux, dans les grosses conneries que j'ai pu faire, ok, je me faisais lyncher à chaque fois quand il venait, tu vois, mais à chaque fois, il m'aidait. Il disait, mais tu déconnes de faire ça, c'est pas possible, t'as fait ça, mais non. Il devenait fou, il venait me chercher au commissariat, à l'hôpital, etc. Et au dernier moment, il y avait quelqu'un, tu vois, il était là parce qu'il comprenait qu'aussi, cette souffrance, elle était aussi liée aussi un peu à l'éducation, tu vois, un peu à mon mal-être, et ça n'a pas été simple à gérer. As-tu un objet fétiche ou un porte-bonheur que tu as toujours sur toi? Oui, toujours sur moi. Mon porte-bonheur, c'est le cœur. C'est mon plus bel objet fétiche. Pas de matériel, pas de chichi, tu vois. Moi qui suis un ancien joueur de poker, même de temps en temps je joue en amateur, tu vois tous les mecs qui mettent des petits chichis sur leur jeton dans l'espoir de gagner le jeu, tu vois. Et au final, à chaque fois qu'ils perdent, c'est merde. Et puis tu vois le chichi, il a traversé la pièce et il est à l'autre côté. Et toi, tu dis, ouais, bravo. Les jeux, ouais, c'est ça. Il vaut mieux croire en soi et éviter de croire à ce qui se passe à l'extérieur de nous qu'avoir un petit chichi genre qui t'apporte, tu vois, le trèfle à 4 feuilles, quoi. Ça c'est trop atypique pour moi. Et je l'ai vite compris. Hein. Pour ça, tout ce qui est superstition, tout ce qui est parfois croyance, etc. Là, c'est plus de mon ressort. Tu vois, je ne m'encombrerai pas avec ça. C'est grosso modo, c'est ça. Combien d'entreprises as-tu créées? Oula, j'aurais posé la question suivante. Combien d'entreprises as-tu coulé? Ça me correspond plus. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai coulé plusieurs boîtes avant d'arriver ici. Ici, entre guillemets, hein, sans prétention, dans le sens où j'ai réussi à créer des entreprises, notamment la dernière qui me permet de vivre de ce que je fais. Mais effectivement, j'ai créé plusieurs boîtes. J'en ai coulé plusieurs au départ, parce que j'avais pas d'acquis théorique, pas d'acquis pratique. J'étais très freestyle, j'avais un atout énorme, c'est la communication. Je savais parler, je savais manager, j'avais un caractère bien trempé aussi. Du coup, paf, évidemment, tu montes ton fichier client, tu arrives à exploiter une équipe, tu arrives à te développer, tu vois. Mais par contre, à côté, j'étais une quiche en comptabilité, en gestion, facturation. Je me souviens un jour, il y avait un comptable qui était venu me voir pour une réunion, tu sais, il me dit, Monsieur Macario, il faut que je vous dise, bon, là, accessoirement, l'entreprise n'est pas forcément hyper bien gérée. Et là, je lui disais, mais attendez, si vous n'êtes pas content, l'entreprise, c'est moi qui la gère, vous pouvez retourner à votre cabinet, monsieur. Tu sais, je leur parlais comme ça. Mais il ne faut pas vous... Alors, j'avais un ego, tu vois, trop surdimensionné, et des fois, j'étais vraiment pas humain, tu vois, en tout cas, pas assez humain. Et pour moi, j'avais ce cœur, tu vois, au fond, mais j'avais tellement besoin de réussir et de prouver aux autres que j'étais capable, que limite, les gens... Peu importe s'ils me donnaient leur avis, j'essayais de m'écouter au fond de moi, et parfois je me plantais souvent sur certains points, ça c'est clair. Quel conseil donnerais-tu à un futur entrepreneur? Persévère, vraiment. Deux axes en fait, la persévérance et n'écoute pas les autres qui te disent que c'est pas possible. Deuxième point. Si je devais rajouter un ingrédient, je dirais vis ta vie comme tu dois la vivre. C'est-à-dire comme toi tu as voulu la vivre et pas comme on a imaginé que tu la vives. Donc sois créatif, balance, envoie-toi, sors de ta zone de confort, sors de tes peurs, tu vois. Ça, c'est vraiment un entrepreneur. La plupart des entrepreneurs qui ne réussissent pas sont dans la majorité. C'est ceux qui restent dans une dynamique comme tout le monde, tu sais. Les mecs dans les cases, qui sont très conformes à la société. Et quand tu exprimes ton côté anticonformiste, qu'on a tous en nous, tu vois, ce serait faux de le dire, on a tous un côté rebelle en nous, c'est juste qu'on l'a tamisé avec les années. De l'adolescence au côté adulte, on l'a tamisé parce qu'il a fallu être un citoyen bien comme tout le monde dans la société qui s'intègre, tu vois. Et c'est ça le problème. Que penses-tu des personnes qui te critiquent et qu'est-ce que tu voudrais leur dire si tu avais un message à leur dire? Les paroles sont parfois, on dit, sont plus impactantes que les cris et du coup, voilà. Ouais, alors ça aussi, je dirais qu'il y a deux écoles, tu vois. Il y a la première qui est la critique constructive, qui est dans le sens de t'aider. Et la deuxième, c'est la critique destructive, qui est dans le sens de te descendre.
Et il faut dire que je suis passé par les 2 phases, et à la fois j'ai eu plus la phase 2 pour me descendre, me démonter, que la première. Et je peux comprendre, parce que si tu veux, quand tu as des mecs mal intentionnés qui véhiculent une information de toi qui est mauvaise, forcément, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils suivent, tu sais, c'est comme en politique. Quand tu as un gourou qui va donner la bonne parole et que le mec a 500 000 abonnés, tout le monde va suivre le gourou, il va se dire bah oui, lui il a dit ça, de ce mec-là, de Macario il exploite la misère des gens, c'est un con, tu vois, ou c'est un mec qui est un opportuniste ou qui profite. Et au final, on se rend compte que, et bizarrement, tu vois, les gens qui me rencontrent comme toi, après, ils ont une toute autre vision quand on se rencontre en vrai, et même sur les liens de confiance, on se rend compte que finalement, tout ce qui est dit à l'extérieur, c'est une vaste connerie souvent parce que c'est virtuel. Et je dirais aux haters, les gars, soyez un peu plus courageux. Passez au-delà de votre écran pour critiquer les gens. Venez frontalement, venez nous voir, venez on en discute et apprenez un petit peu comment l'auteur, quelles sont les réelles intentions de l'auteur. Vraiment, soyez courageux les gars. Voilà. Voilà, un petit message. Comment fais-tu pour avoir du temps pour toi et gérer ton entreprise? Quelle technique emploies-tu si tu en as une? Alors j'ai appris les techniques d'automatisation, moi qui étais le mec le plus désorganisé de la planète en mode procrastination continuelle, tu vois, vraiment, genre tu sais, tu ouvres ta boîte aux lettres et t'as un paquet comme ça jusqu'au plafond de la boîte aux lettres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu traites tes papiers 2 mois après, apparemment tu t'identifies pas mal. Tout le monde pense que beaucoup c'est ça. Et ouais, c'est ça, et en fait je me suis mis à l'action un jour, je me suis dit bon il y a 2 solutions, c'est toi tu continues et jamais tu arriveras à faire quelque chose de ta vie, ça c'est évident. Et pourtant avec toutes les idées que j'ai, je me disais mais c'est pas possible, tu sais avant j'étais frustré, je me disais mais attends mais t'as 150 idées à, je sais pas, à la minute j'exagère peut-être un peu mais à la journée, déjà c'est pas mal. Et sur les 150 idées que t'en as pas une que tu fais aboutir. Je me suis dit il y a un problème là. Et à partir du moment où je te jure où j'ai vu le problème dans le sens inverse, je me suis dit mais si tu n'arrives pas à faire aboutir c'est parce que tu es désorganisé, il faut que tu apprennes à canaliser. Ça a été un effort énorme pour moi parce que moi qui suis tête en l'air à la base, on m'appelait Jean de la Lune plus jeune, imagine en cours. Et j'étais là, Macario, tu t'as écouté? Oui, vous disiez, c'était ça. Et tu m'étonnes qu'à chaque fois j'allais sur la directrice où j'étais décalé parce que en fait je le faisais pas exprès, c'était mon cerveau qui était ailleurs. Et quand j'ai commencé à canaliser, j'ai commencé justement à réussir à avoir une discipline, tu vois, mais ça a pris du temps. Et après je me suis servi d'internet pour automatiser les tâches qui m'ont permis de vivre de ma passion sans forcément avoir la tête dans le clavier toute la journée, pour pas dire dans le guidon. Tu vois, j'ai réadapté la formule. Et du coup, au final, ça me permet de m'extraire du temps et tu vois, d'être là avec toi ou de faire des travaux sur ma chaîne perso, de travailler sur Héberge un SDF aussi, qui est une activité qui me prend vraiment du temps et que j'aime. Big up aussi à tous les gens qui ont travaillé sur ce site et qui m'ont soutenu, c'est cool. Donc voilà. Comment as-tu commencé ton parcours? C'était chaotique, hein, enfant inadapté, c'est-à-dire je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais sur cette planète. Clairement, je me disais, mais t'es où? Tu vois, j'avais mes petites antennes en mode le chat qui a perdu ses babines et qui cherche un peu son orientation, tu vois. Et le chat a retrouvé ses babines bien plus tard. Limite, je me suis fait greffer des babines pour pouvoir retrouver mon chemin parce que ça a été compliqué. Quand t'es complètement inadapté et que les gens te le font bien comprendre, c'est hyper dur. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas de figure. Tu sais peut-être ce que c'est toi aussi, tu vois, d'avoir traversé ce genre de choses. Et c'est super dur parce que du coup, t'as pas l'impression qu'un jour tu pourras réussir quoi que ce soit. Et en plus, t'as la pression sociale derrière qui te fait croire que dans cette société, pour exister, il faut être quelqu'un sur le plan professionnel. Grosse foutaise, encore une fois. Les gens s'identifient maintenant à leur travail au lieu de s'identifier à leur propre personne, à leur propre valeur. Grave, très grave. Maladie, grosse maladie, schizophrénie. Mais c'est comme ça. Et le pire, c'est que quand tu apprends après, avec plus de maturité, 20, 30 ans après, que tout ça c'est une vaste connerie, tu te dis mais merde, en fait l'enfant que j'étais était tellement pur que pourquoi j'avais perdu cette pureté pour ressembler aux autres, pour m'adapter à un système. Et là tu revois toute ta philosophie, tu changes complètement de cap, tu dis mais attends, si avant j'étais comme ça, maintenant que j'ai compris que l'humain en fait était un peu déréglé, il faut que je revienne comme j'étais avant. Donc c'est un coup de devenir tripolaire, voire quadripolaire, hein, ce genre de truc au bout d'un moment, tu vois. Je comprends qu'il y a des gens qui partent en dépression, en burn-out, qui font des maladies psychosomatiques, tu vois, parce que c'est très difficile de gérer ça. Quelle formation as-tu suivi? Moi je t'ai dit, un simple BEP. La plus grande formation que j'ai pu suivre, c'est une formation sur le long terme de plus de 30 ans d'expérience de vie. Je dirais que ça c'est la plus belle des formations et celle qui a été la plus porteuse.
Et je suis très content d'une chose, tu vois, maintenant, avant, j'étais hyper frustré de ne pas avoir fait beaucoup d'études, mais maintenant, c'est l'inverse, je suis content de ne pas avoir été trop formaté par les études, parce que du coup, ça m'a, tu sais, j'ai ce côté authentique et vrai, tu vois, qui permet, comment dire, tu vois, de ne pas être fake et de ne pas façonner une image. Pourquoi avoir eu l'idée de créer l'Académie des créateurs? Ah bah, l'Académie des créateurs, c'était pour moi un vaste programme. D'une part, c'était un challenge. Parce que je me suis dit, c'est vrai, après tout, je suis créateur, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, j'ai réussi plusieurs sociétés et j'ai envie de créer un truc où on se retrouve tous, tu vois, un espace de coworking entre entrepreneurs et créateurs et on puisse bosser ensemble. Et tu es là aujourd'hui grâce aussi à l'Académie, c'est une élève de l'Académie. Et c'est cool parce que justement, t'as essayé de percer un peu le mystère de savoir qui j'étais. Je t'ai certainement séduit à travers différents concepts aussi que j'ai pu mettre en place sur l'Académie. Et cette Académie, c'est avant tout pour moi la continuité de la chaîne perso sur le plan solidaire, mais version professionnelle. Vraiment. Quelles sont tes sources d'inspiration? Je dirais mes parents. Mes parents. Ma mère sur le côté dialogue et psychologie. Mon père sur son côté courageux, éthique, persévérant. Ma grand-mère aussi, qui a été un bel exemple pour moi parce qu'elle m'encourageait quand j'étais petit, à chaque fois que je me faisais lyncher à l'école ou que je pleurais en rentrant. Elle était toujours là, tu vois, comme en me disant « mais tu vas y arriver mon Vincent, t'inquiète pas », tu vois. Et souvent je pense à elle parce que je me disais « putain, c'était une des seules à croire en moi au départ, quoi », tu vois. Et c'était beau parce que même mes parents, ils étaient déstabilisés, forcément, mais ma grand-mère, elle, elle était là. Tu vois, c'est étonnant, mais elle a beaucoup de valeur pour moi. Et même maintenant, je l'embrasse vraiment très très fort parce que je sais qu'elle nous écoute peut-être et c'est génial, quoi. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? La nôtre. Tu recommences la réponse? Ça te va? Non. Non, la rencontre qui m'a le plus marqué. Bêtisier, tu me mettras dans bêtisier. Ah non, elle passera sans moi, il n'y a pas de fake ici. Oh, il y a tout qui passe. Non, on laisse comme c'est. La rencontre qui m'a le plus marqué. La journaliste s'éclate, c'est cool. La rencontre qui m'a le plus marqué, c'est. La nôtre, hein, tu peux dire? Oui, la nôtre. Quand j'étais dans les sous-sols d'une imprimerie, tu vois, Ouais, pardon. j'étais avec mon bleu de travail et c'est là où j'ai commencé mon côté manuel qui, accessoirement, était une petite réussite dans ce côté-là. J'étais assez content, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu un BEP après dans les arts graphiques. Et j'ai imprimé sur mes machines et puis je faisais mes 8-10 heures par jour, voire beaucoup plus parfois parce qu'on travaillait énormément dans cette imprimerie. J'étais un peu exploité, faut dire ce qui est. Et il y avait un mec qui s'appelait Bernard et Bernard il avait senti un potentiel en moi, tu vois, il avait senti une vraie sensibilité. Et à chaque fois, il venait, tu vois, et je me rappelle, je tirais mes papiers de la machine, et puis Bernard arrivait, et il me disait « Mon Pétou, tu sais que t'as plein de qualités, toi, mon Pétou. Et je suis sûr que tu vas arriver à faire de grandes choses et tout. » Et moi, j'étais là, je dis « Ouais, ok, Bernard, c'est gentil. » Puis tu sais, je croyais pas forcément en moi, parce que je me voyais jamais maintenant entreprendre, manager, avoir une école pour créer, aider les gens. Je me dis « C'est pas possible. » Et finalement, ouais, il avait raison, tu vois. Et lui, c'est un des rares qui avait vu le potentiel, tu vois, en moi sur le côté artistique, je pense vraiment. Quels sont tes futurs projets sur l'année 2020-2021? Alors, j'ai deux projets qui se rejoignent l'un dans l'autre. C'est d'avoir une forme d'indépendance financière pour profiter encore plus de ce que j'aime, des voyages, d'aider les gens. Des rencontres aussi parce que parfois il faut se déplacer aussi à droite à gauche, prendre l'avion, le ci, le là, faire des cadeaux à ceux que j'aime aussi, pourquoi pas, tu vois. Et qu'est-ce que je crois que c'est il y a ça qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais bien développer le site hébergeasdf.fr encore plus, qu'on puisse en sortir encore plus de personnes de la rue grâce à ça, parce que ça a été une réussite. On a sorti plusieurs personnes maintenant grâce à la chaîne. Et le site, je suis persuadé qu'il y a déjà des gens qui sont mis en communication ensemble, tu vois. Et ça, c'est cool parce que c'est vraiment un système de géolocalisation qui permet d'héberger un SDF, une personne sans abri à la maison. On peut poser une candidature, c'est vraiment bien fait. Donc ouais, j'aurais dit ces deux axes, tu vois. D'accord. Où te vois-tu dans 3 ou 5 ans? Tu
sais quoi, j'ai appris à plus anticiper en fait. Je vis l'instant, je me dis comme la vie vient, tu vois, je me dis Inch'Allah, laisse-toi bercer par la vie. Et si elle t'amène dans 3 ou 5 ans sur une destination caribéenne, entre guillemets, sur une île, bien comme il faut, avec les pieds en éventail, tu vois, bah, je me dirais ouais, c'est cool. Mais là, je me prends plus la tête parce que la projection du futur, c'est une maladie mentale. Ça n'existe pas en fait. Et les gens sont malades à cause de ça parce qu'on se projette. Après, tu peux avoir une ligne directrice en faisant un plan, tu vois, de finance, etc., un plan immobilier, très bien. Mais après, se projeter, trop se focaliser, t'es tout le temps dans la maladie de réussir quelque chose. Et au final, tu vis jamais comme ça dans le moment, dans la mouvance de l'instant présent. Et ça, c'est dramatique. Sur quel projet aimerais-tu travailler? Là, en fait, j'ai une nouvelle chaîne que je suis en train de créer qui se développe plutôt bien. Et c'est cool parce que du coup, elle me permet aussi de transmettre sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc du coup, ouais, c'est le projet que j'aimerais bien développer cette année aussi. D'accord. Quels sont les partenariats que tu as fait et que ce soit avec des marques, si tu as fait avec des marques ou des youtubeurs, tout ça? Alors j'en ai fait énormément des partenariats. En fait, c'est le concept de base que j'explique dans l'académie, c'est comment faire des partenariats croisés, c'est-à-dire un youtubeur que tu vas contacter et vice versa pour que la personne fasse la pub de ta chaîne sur la sienne et vice versa, tu vois. Et du coup, grâce à ça, en fait, j'avais eu énormément d'abonnés au début. J'étais passé sur une moyenne de 2-3 000 abonnés par mois sur ma chaîne quand ça se passait super bien, avant le bad buzz. Et c'était génial parce que j'étais passé chez Frank Ropers, chez Mafia Hunting, des gens qui ont 1 million d'abonnés, puis j'avais fait d'autres collaborations avec plein de monde. Du coup, évidemment, j'avais plein de vidéos positives sur moi chaque jour qui arrivaient sur la toile. Tu sais, j'actualisais la page et je voyais que des vidéos positives. Et ce qui est rigolo, c'est que 6 mois après, j'actualisais la page, tout le monde avait envoyé les vidéos positives et tout le monde avait fait des vidéos négatives à la place. Ouais. Donc t'imagines l'ascenseur émotionnel, c'est chaud quand même. Ouais. Et du coup, c'est à partir de là où ça te fait pas mal réfléchir sur ton image, tout ça, parce que tu dis, ouais, en fait, on peut vite basculer sur Internet. Et comment tirer une leçon du cyberharcèlement, sachant que d'autres se suicident, et j'aurais pu aussi le faire, tu vois. Mais j'ai décidé de m'accrocher et de combattre, comme je le fais d'habitude, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai un grand sourire, je suis là. Et ça pourrait énerver certaines personnes, parce que, tu sais, je suis un peu l'homme à abattre, et ils se disent pourquoi le mec, il arrive toujours à survivre à ces situations, tu vois. Et pour moi, c'est une fierté, parce que le courage me caractérise. C'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment la grande qualité que j'ai. Tu sais, on a tous une grande qualité. Ben moi, c'est le courage. La tienne, c'est quoi, par exemple? La persévérance. Ah, ben ça se rejoint aussi. Ouais. D'accord, ben c'est génial. Notamment là, il y a un certain youtubeur, je vais le dire ou pas, enfin, on va dire. Max est là. Max est là. Sans vouloir lui faire de la pub. Mais voilà. Non, mais il a pas besoin de publicité, tu comprends? Voilà, mais ça. Non. Il a fait une vidéo qui critiquait tes packs de formation, ta manière de monter, en disant que c'était plus amateur que. Et voilà. Et ton contenu de formation. Et aussi que tu employais des phrases un peu paradoxales, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'il a dit? Eh ben, je pense qu'il a bien décrypté certaines informations, mais il a fait un peu sa pétasse, entre guillemets, dans le sens où il a remasterisé ça, dans le sens où ce soit publicitaire, ce soit marketé, pour faire de la publicité pour lui, tu vois. Et au final, tu vois, il a pris que les scènes un peu dérangeantes pour en faire une vidéo buzz. Et ça, je trouve ça terrible parce qu'il y a de plus en plus de créateurs comme ça qui, je pense, au fond, sont pas méchants, mais ils ont juste une thématique à exploiter et du coup, ils l'exploitent avec les faiblesses d'un auteur. Et ça, je trouve ça dommage. Après, il faut dire un truc, ça que c'était mes premières formations bêta, tu vois, c'est comme quand tu démarres une activité, au début, t'es pas forcément bon. Et puis 1 an après, ton entreprise a évolué et même toi, t'as évolué et tout a changé, ton produit et service a changé. Donc j'ai envie de lui dire maintenant, on refait une vidéo critique sur l'ensemble de l'académie, sachant que tout le monde est satisfait, je rembourse très rarement des gens, tu vois. Refais une vidéo critique et fais-la de manière constructive. C'est vraiment la question que je lui poserai. Mais tu verras que s'il refaisait une vidéo critique, ça sera pareil. Il va détecter toutes les erreurs d'un aspect un peu périphérique, tu vois, et il va en déduire que c'est toute la vidéo qui est mauvaise. Les gars, c'est le moment un peu de mettre en avant les qualités aussi. C'est pas vrai ça. C'est ça, ça craint, hein. Je te jure, ça craint. Donc, comment fais-tu face aux critiques parfois virulentes?
Comme ça. Comment ça se fait que du coup, alors la question, comment ça se fait que tu sois autant critiqué sur les réseaux et que tu sois passé sur TF1? Ah, excellent. Excellente question. Alors, figure-toi que ça c'est énorme parce que quand j'ai été critiqué, je me disais, ok, j'ai fait quelques erreurs, tu vois, et je suis toujours critiqué d'ailleurs, je le serai toujours parce que même ma personnalité est atypique, ça emmerde les gens parce que je dis des choses, je dénonce des choses, j'ouvre ma gueule. Et c'est difficile d'entendre des gens qui ouvrent leur gueule parce que ça ramène les gens au fait que parfois ils ne disent rien face aux situations des fois qui les embêtent, tu vois. Et je peux les comprendre, hein, aucun souci là-dessus. Du coup, là, par rapport à ta question, l'idée c'est que au début j'étais extrêmement donc critiqué. Petit à petit, je me suis dit bon, là il y a deux solutions en fait. En fait, j'ai tout simplement persévéré dans la chaîne, donc j'ai continué à faire mes vidéos comme si rien n'était. Tu vois. Alors il y a eu une phase où je suis un peu parti en ciboulette quand même, il faut dire ce qui est, parce que c'était tellement énorme la critique que je recevais, notamment les menaces de mort et les gens qui t'en parlent tout le temps, tu sais, t'es dans une espèce de bulle où tu as tout le temps ça qui revient, même humainement, tu vois, les gens t'en parlent tout le temps parce qu'ils t'ont vu sur YouTube, etc. Donc ça c'est compliqué à gérer. Et du coup, mais ce qui est énorme maintenant, c'est qu'après quelques mois plus tard, des TF1 m'ont détecté sur le site héberge un SDF, ils m'ont vu sur YouTube aussi, et ils ont trouvé ce que j'avais fait assez génial. Et j'ai dit waouh, tu sais, c'est vraiment cool parce que là, c'est plus des petites chaînes critiques qui critiquent un mec, mais c'est une chaîne qui fait 4-5 millions d'audimat. Et là, ce qui est rigolo, tu sais, tout à l'heure on parlait d'ascenseur émotionnel, c'est que tu te dis, le mec il s'est fait lyncher, il est plus bas que terre, et là il passe sur un média plus gros que les petites chaînes. Et ça c'est juste génial parce qu'en termes d'image, ça bascule. Les gens se posent des questions, bien sûr, tu vois, ils se disent mais comment des journalistes qui font des investigations beaucoup plus profondes que les créateurs peuvent faire passer un pseudo escroc devant l'écran. Ils prendraient jamais ce risque, tu vois. Et c'est ça qui est génial parce qu'on voit que c'est vrai qu'ils ont, tu vois, TF1 ils ont essayé de comprendre qui j'étais. Ils ont compris le fond du personnage et ils sont pas restés sur la forme. D'ailleurs, je remercie le journaliste qui a fait ce reportage parce que du coup, c'est vraiment cool et même lui, il a pris une forme de responsabilité, tu vois, intéressante à travers ça. Et c'est vraiment cool que des grands médias puissent te faire confiance comme ça. Quels sont tes 3 mots d'ordre dans la vie? Courage, humour. Je pense que c'est important. Parce que quand tu as de l'humour, tu prends pas la vie trop au sérieux. Et obstination, je dirais. Ouais, ça c'est un mot qui me correspond plutôt bien. Je suis plutôt obstiné comme mec, des fois un peu trop même. Mais il faut savoir se mettre des limites quand on est obstiné. Tu vois, il faut savoir dire bon, écoute, t'as passé ce cap-là, mais on t'a dit de pas y aller, donc n'y va plus. Le problème, c'est qu'avant, j'allais où on me disait de pas aller. Donc à chaque fois, il y avait des problèmes. Maintenant, je suis plus dans la prévention, mais je suis quand même dans l'obstination. Tu vois, j'y vais quoi. Voilà. Qu'est-ce qui te fait peur? Peur de ne plus avoir mon cerveau qui fonctionne comme il fonctionne actuellement. Je dirais avec toutes ces idées, cette créativité, si je perdais ça, je pense que je me perdrais en fait. Genre je serais complètement déstabilisé. Comme si on avait enlevé mes antennes, tu vois. Pour moi, mon cerveau, c'est mes antennes, ce qui me permet de créer sur le plan artistique des choses. Ça, c'est cool, vraiment. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement? Ce serait de faire quoi? La liberté pour moi, ce serait de pouvoir faire totalement abstraction du regard de l'autre sur ta propre personnalité et de son jugement. Waouh, ça c'est un putain de programme qui pourrait aider l'humanité vraiment. Parce que tout le monde est tellement calqué sur le regard des autres que ça crée des problèmes, ça crée encore une fois des maladies. Et ça c'est vraiment génial, vraiment. Qu'est-ce que, comme du coup les fêtes de Noël c'est un peu sur le partage, qu'est-ce que tu penses des fêtes de Noël? Voilà, le mot-clé des fêtes de Noël selon toi. Le mot-clé des fêtes de Noël selon toi. Je vais essayer d'être un peu original, tu vois, je dirais la magie de Noël. Voilà, ça c'est original. Et non, après je déconne, mais je dirais... Non, ça peut marcher, c'est ça. Ça marche. Ouais, c'est possible. Je dirais, tu vois, plus le côté convivialité. Tu vois, on se retrouve en famille.
Et cette énergie aussi, tu sais, qu'on ressent à travers Noël quand les fêtes approchent, ça j'adore, tu vois. Et genre c'est bizarre qu'on ressente juste cette énergie à ce moment-là, tu vois, de l'année. Et je trouve ça tellement beau après de pouvoir partager avec les siens, tu vois, autour d'une belle énergie. Et ça c'est cool. Et c'est dommage que beaucoup de familles, même sans abri, en difficulté, ne peuvent pas partager ces moments-là. Si moi je pouvais tous les aider et les ramener à la maison, je le ferais, tu vois, vraiment. Mais bon, malheureusement j'ai un petit appart, quoi. On va dire, c'est compliqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter ce thème de sensibilisation au SDF plus qu'un autre thème? Mais ça, c'est depuis tout petit. Depuis tout petit, je vois un mec sur le trottoir qui crève la dalle. Déjà, je trouvais insupportable que les gens le snobent. Alors déjà, je comprenais pas avant, mais je me dis, attends, il y a un être humain sur le trottoir, des gens passent et ils lui donnent rien. Je me dis, mais même mon caniche, quand il a besoin d'un nonos, je lui file un truc. Et c'est affreux. Parce que là, si on partait du principe que si chacun se mobilisait pour faisait un petit geste, pour donner un petit truc à quelqu'un, en fait, on pourrait déjà irradier une grande partie de la pauvreté dans le monde. Notamment peut-être dans les pays comme l'Afrique, tu vois, qui sont en famine constante. Si on donnait un petit peu de nos richesses personnelles, on n'aurait pas besoin d'attendre après l'État pour que l'État puisse réagir et donner, chose qu'il ne fait pas, tu vois. Autant se mobiliser nous-mêmes avec nos propres responsabilités d'être humain. Ok, t'as un peu d'argent, donne un petit peu à chacun et le monde ira mieux, tu vois. Et c'est ça la base en fait de la solidarité. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit le changement. Quand tu es le changement que tu forcément, les autres changent et tu aides les gens. Et pour moi, c'est la base. Donc c'est pour ça, depuis tout petit, je suis sensible à voir les sans-abri. Et puis, vu que la première vidéo que j'ai fait avec Didier, elle a fait le buzz, après je me suis dit, la direction est bonne, on prend cette direction, on continue là-dessus, la thématique est nickel, elle me passionne, on y va quoi. Voilà. Que penses-tu de l'individualisme? L'individualisme, c'est une maladie qui est engendrée du fait que notre société nous conditionne énormément à penser à nous avant de penser à l'autre. Donc je peux comprendre que la plupart des gens soient individualistes parce que c'est sauve ta peau avant de sauver la peau des autres. Tu vois, évidemment, comment tu veux dans une société où tu es tout le temps en constante pression permanente au niveau moral, au niveau financier, au niveau parfois familial, comment tu veux penser à l'autre si déjà toi tu n'as pas tes besoins fondamentaux? Comment tu fais? Je veux dire, on n'est pas des surhommes, donc évidemment pense à toi. Et quand tu te sens mieux, tu te sens plus serein, aide l'autre, tends-lui la main. Par contre, tends-lui la main. Parce que si tu es bien et que tu tends la main à personne, là c'est de l'individualisme incarné, tu vois. C'est vraiment incarné. Donc ça sert à rien. Mais moi, c'est vrai que je suis sorti de tout ça. Alors moi, j'ai jamais été trop individualiste, même dans les pires des galères. C'est-à-dire j'ai toujours pensé à l'autre avant de penser à moi, tu vois. La vieillesse te fait-elle peur? La peur de ne pas pouvoir arriver à effectuer tous tes projets, voilà. Ouais, ça m'a toujours fait peur de vieillir. C'est peut-être pour ça que je suis resté jeune en fait. Parce que j'ai tellement peur de vieillir que je fais tout pour me maintenir en forme, tu vois. Sport, alimentation, j'évite trop les addictions parce que je sais que c'est vraiment un truc qui te fait vieillir de manière très accélérée. Alcool, drogue. Et du coup, ce qui me fait peur dans la vieillesse, c'est surtout que dans notre société, en fait, on n'accorde pas beaucoup d'importance aux personnes qui sont plus vieilles parfois. Au contraire, on les rejette. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'ils ont vraiment une belle expérience, ces gens-là, tu vois, de vie. Ils ont tellement de choses à nous apporter parce qu'ils ont tellement plus de recul sur les choses que j'espère être un petit vieillard, tu vois, genre en mode catalyseur, plus vieux, tu vois, qui transmet, qui continue à transmettre avec une forme de peps. Tu vois, une énergie que j'aime bien, paradoxalement, avec le personnage qui peut être très bizarre, en tout cas très noir d'un côté, c'est Donald Trump. Tu vois, je trouve qu'à son âge, on le traite pas de vieux en fait, ce mec. Alors qu'il a plus d'âge, tu vois, il est en mode périmé depuis longtemps, il a passé la barrière des 70 balais. Et ce mec, tu vois, il est toujours, je sais pas, il est toujours dedans. Il a de la jeunesse en fait en lui. Et ça, je trouve ça bien. Malgré le reste, bon, le reste c'est encore autre chose. Mais, Ouais. Ouais, peut-être faire la politique là. Ouais, c'est ça. As-tu reçu des aides sociales pour pouvoir donner de l'argent au SDF, ou alors ça vient de ta poche et pour pouvoir aussi créer le site hébergé à SDF? Alors, tout a été des ressources perso. J'avais créé un Tipeee à l'époque qui, quelques personnes avaient donné, tu vois, mais c'était genre une centaine d'euros. Et du coup, évidemment, avec tous les allers-retours que je fais, à chaque fois quand je vais les voir, les dons, les déplacements, je
compte même plus, tu vois, la chaîne par rapport à ce que ça me rapporte en termes de cacahuètes et ce que je dois financer de ma poche, franchement, il y a une énorme différence. Ça n'a rien à voir. Donc je ne pourrais pas te dire, mais j'ai pas eu d'aide particulière, c'est toujours mes ressources personnelles. Allez, le petit jeu de la fin, pour connaître le dirigeant. Allons-y. Allez, vas-y. Okay. Alors en 30 secondes, du coup, tu mettras le truc en Allez, vas-y, timing, chrono, c'est parti. Tu dis que oui ou que non. Vas-y, bah ça je sais faire en général. Vas-y, je réponds, c'est mon langage, je te limite à ça. Mais vas-y. Ça te dirait un jour de l'an à la montagne? Oui, carrément, avec des petites fondues savoyardes. Aimes-tu la mousse au chocolat? Ouais. As-tu déjà gagné au tiercé? Oh bah non. Bois-tu plus de 2 cafés par jour? Maintenant, je me dirige vers le thé, petit à petit. Ouais. As-tu menti aujourd'hui? Attends, Merci. As-tu regardé un épisode d'Hélène et les garçons? Hélène et les garçons, ouais, j'ai regardé le 3e épisode de la première. As-tu déjà fait une couleur de cheveux? Je peux même pas répondre aux questions. Que oui ou que non? Ah bah ouais, mais attends, moi j'ai besoin d'étaler un peu. Ok, d'accord. Couleur de cheveux, oui, vert. Je voulais ressembler à Denver. D'accord. Déjà dormi tout habillé? En slipette, toujours. Ok. Et tu aimes le brocoli? J'aime bien me brocoliser, ouais. As-tu regardé un film au cinéma en portugais? Portugais 3D. C'est encore plus impressionnant. Est-ce que, avant de rentrer dans l'eau, tu te mouilles la nuque? Dans ma baignoire, ouais. C'est pas très logique. Dans la mer, je pense. Déjà vu un match de foot dans un stade? Oui, l'OM. Voilà, du coup après le quiz des couleurs, bon là pareil tu réponds avec une couleur, on ne dit bien que pas. Donc par exemple ski, si je te dis ski tu me dis bleu, si je dis plage je dis jaune. Toi, ok. Donc ski ou plage? Blanc. Ok, bah tu peux choisir la couleur que tu veux. Bien, jusque là j'ai suivi les notices. Alors après, sport collectif, individuel, sport de combat ou relaxation, voilà, donc tu choisis une couleur. Orange, rouge, taureau, combat, karaté. Ouais, j'avais envie de faire un combo. Ouais, rouge. Ok. Poisson ou viande? Blanc ou marron? Ouais, je suis pas trop un viandard, mais j'aurais dit marron. Marron? Quand ouais, même, ok. Quand même. Thé ou café, orange ou noir? On a choisi une couleur. Ouais, là, on sent que t'arrêtes que tu finisses les questions. Thé ou café? Ouais, thé ou café? Tais-toi, voilà. Tais-toi. Très bien. Ok. Donc, effectivement, quand on vous donne des consignes, des règles, ne respectez pas toujours les consignes, voilà, vous pouvez sortir du cadre et sortir des sentiers battus, ça marche aussi, c'est aussi bien. Je pense que tu doutais que j'allais pas répondre par oui, pardon. Voilà, donc merci encore d'être là et d'avoir répondu aux questions. Je t'en prie. Merci de ta présence et voilà, et en tout cas, on se retrouve prochainement pour de nouvelles interviews, pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très vite, mais on peut pas aider tout le monde. Oui, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Voilà. Important. Bye bye les amis et merci aux abonnés qui me suivent. Bisous.